une page, un mot-clé, un objectif. Ah, Parce un que seul mot-clé. oui, alors un mot-clé qui peut être de plusieurs mots en fait, hein. On peut, Hum. et en écriture absolument identique. C'est-à-dire que on n'hésite pas à mettre des synonymes, des formes au pluriel. Voilà, en fait, ça fera partie du champ lexical autour du mot-clé. On passe maintenant au deuxième épisode. Alors Laurence, tu vas, s'il te plaît, pouvoir nous expliquer un peu plus en détail pourquoi le SEO est important, pourquoi cette stratégie doit être au cœur des entreprises et de chaque entrepreneur, s'il te plaît. Alors, le SEO, ce qui est bien en tout cas, oui, le point positif, enfin le point important, c'est que ça ramène des clients de manière naturelle. Donc, ce n'est pas comme la pub où quand on arrête d'avoir mis le budget pub, il n'y a plus rien enfin, on n'apparaît plus en fait. Le fait de travailler son SEO naturellement, c'est que plus on gagne de position, moins on a de chances d'être détrôné entre guillemets. Quand on arrive sur les premières pages de Google, les premières places, c'est difficile d'être détrôné ensuite. Donc c'est une stratégie qui est quand même pérenne sur le long terme. Ça se fait pas de suite, ça c'est pas forcément rapide. Il y a du travail, mais en tout cas sur le long terme, c'est vraiment intéressant de le travailler pour avoir des revenus réguliers en fait. Après, ça fait partie des stratégies. Je pense que c'est pas forcément il n'y a pas que le SEO à faire de toute façon. Faut cumuler plusieurs stratégies et pas mettre les œufs dans le même panier. Mais c'est quand même une des stratégies qui quand elle est bien faite rapporte vraiment enfin de très bons résultats. Alors si j'ai bien compris, la première étape, c'est la fiche Google et on la complète de manière très très complète et donc on va mettre plein de mots-clés. Est-ce que c'est ça? Alors, il faut pas non plus mettre, enfin trop. Il faut que ça soit naturel. Il faut pas que ça soit du bourrage de mots-clés non plus. Alors, il y a plusieurs choses. Dans la fiche Google, vous avez un titre à renseigner. Donc, si on part d'une création de fiche, je vais faire deux exemples parce que des fois c'est un peu compliqué. Si on part d'une création de zéro, sur la fiche, vous pouvez essayer de mettre un mot-clé. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise et un mot-clé. Sauf qu'après, il y a une validation par Google. Et des fois, ce mot-clé va porter préjudice ou va empêcher la validation de la fiche. Si c'est le cas, il faut juste mettre le nom de l'entreprise. Par contre, si vos concurrents font la même chose et ont tous un mot-clé dans leur titre. Elle avait demandé une analyse des autres fiches. Enfin, elle avait réussi à joindre le support en expliquant que voilà, les concurrentes faisaient comme ça. Pourquoi elle avait pas le droit de le faire en gros. Et ils ont validé sa fiche. Dans le cas d'une fiche qui est déjà créée, je vous conseillerais de ne pas toucher au titre parce que c'est le bon moyen pour se faire bloquer la fiche. Pour le débloquer, c'est pareil, il faut appeler le support, il faut faire une vidéo qui, fois sur 10 ne fonctionne pas pour valider. Après, il faut sinon, voilà, contacter le support, faire une visio en ligne, enfin, voilà. Donc, si la fiche est déjà créée, moi, je déconseille de toucher au titre, hein. On peut toucher aux autres parties, mais pas au titre. Et après, le but, ben oui, c'est de remplir toutes les parties. Il y a une partie description où il y a 750 caractères qui est possible de mettre. Essayez de mettre, pas forcément du placement de mots-clés, mais expliquer vraiment ce qu'on fait dans le détail. Des offres, à qui on s'adresse, comment on travaille, sur quel secteur, mettre le plus d'informations possible pertinentes. Et, euh, et après, vous pouvez mettre aussi des actus, vous pouvez mettre de la réservation en ligne. Et en fait, les gens, quand ils sont, ça marche très bien sur la stratégie locale, le Google My Business. Quand les gens sont à côté de chez vous et qui cherchent une personne qui fait ce que vous faites, que vous soyez coach, que vous soyez terrassier, c'est terrassier qui me vient. Mais donc là, les résultats de recherche souvent ou dans Google Maps, c'est les fiches Google entreprises qui ressortent. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir sa fiche Google. Et il y a eu une nouveauté là début d'année, c'était que même si on n'avait pas un business physique, maintenant on a le choix, on peut choisir entre je travaille de mon domicile, je travaille chez mes clients ou je travaille en ligne à 100%.
voilà. Après, il y a le dashboard qui change un petit peu selon ce qu'on choisit, mais sinon, ouais, le but c'est qu'elle soit remplie le maximum et donner le plus d'informations possible. On peut même mettre des posts. Des fois, ça m'arrive de mettre des posts Instagram sur la fiche Google parce que ça la fait vivre en fait et on peut mettre ses réseaux sociaux aussi. Ça, c'est une nouveauté de cette année, je crois. C'est ouais vraiment si la personne n'a pas de site et ne veut pas en avoir et n'a que les réseaux sociaux, je conseille quand même d'avoir la fiche Google Entreprise. C'est vraiment voilà, c'est gratuit, ça prend même pas 1 heure de la faire, enfin en entier, de la remplir. Il faut mettre des photos et c'est vraiment un outil super intéressant. Et merci pour toutes ces précisions. Et si on a un site internet alors, donc si j'ai bien compris, on doit déjà trouver alors les mots-clés. Alors déjà, il y aura plusieurs questions. La première, c'est pour trouver les mots-clés, est-ce que je pense à ma cible, à sa douleur et aux besoins auxquels je réponds et ce sont ça mes mots-clés. Et après, donc, on va les mettre dans les titres, dans les endroits prévus selon voilà le créateur, enfin l'hébergeur de, je sais pas comment on appelle ça, WordPress, etc. Hum. Il y a des zones spécifiques où on va les mettre, mais déjà pour trouver les mots-clés, est-ce que tu as une stratégie pour pouvoir y penser de manière efficace? Oui, alors, alors moi j'utilise des logiciels professionnels forcément. En fait, il faut quand même aller chercher. Ça peut être sur Google Trends ou sur Google Ads à un générateur de mots-clés qui donne les indications de volume en fait. Parce que en fait, si on met un mot-clé qui n'est jamais recherché, en fait le site il ressortira jamais. Donc il faut au moins qu'il soit cherché une bonne centaine de fois par mois pour être sûr que déjà le site ressorte. Donc ça c'est la première chose, vérifier que le mot-clé il est recherché. Parce que des fois on a l'impression que les gens disent une certaine chose et en fait ils en disent une autre. Je sais pas, architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, selon à qui on s'adresse, voilà, on peut savoir lequel est plus intéressant. 5000 fois et l'autre 300 fois, vraiment on va voilà. Donc ça c'est quand même un facteur à prendre en compte. Et bon, moi avec les logiciels, je vais encore plus pousser au niveau des scoring. J'ai une difficulté SEO, savoir la concurrence, si on peut se placer sur ce mot-clé, des choses comme ça. Après, les mots-clés génériques, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de se placer, donc normalement il faut mettre 2-3 expressions ensemble pour avoir plus de chances de se placer. C'est que en fait derrière chaque mot-clé il y a une intention de recherche. Et le but, en fait, c'est d'aller réfléchir à l'intention qui se cache derrière la recherche de l'internaute. Parce que, en fait, une personne qui va chercher une information, par exemple, pour, je sais pas, comment repeindre sa maison, enfin, comment choisir la couleur pour repeindre sa chambre, par exemple. Là, c'est une requête vraiment qui est informationnelle. La personne, elle veut pas encore acheter la peinture. Elle est juste au début de son questionnement. Donc, ce qu'elle veut, c'est des informations. Et pour avoir des informations, ce qui est le mieux, c'est un article de blog. Si elle tombe sur un pot de peinture, elle va dire non mais j'en suis pas encore là, elle va repartir de suite du site et ça va pas être un bon signal pour Google. Et inversement, une fois qu'elle a choisi sa peinture, elle dit achetez peinture, couleur truc et tout. Si elle tombe sur un article de blog qui a 1000 mots ou 2000 mots pour lui dire comment choisir alors qu'elle a déjà choisi, mais pareil, on lui donne pas un article de blog, on lui donne une fiche produit, une page de vente. Donc il y a tout ce travail aussi derrière à voilà réfléchir de comment l'internaute réfléchit et lui donner le bon contenu au bon moment. Que les mots-clés en eux-mêmes qui comptent, il y a aussi ces informations à aller chercher sur les intentions et quel contenu je fais par rapport à mon mot-clé, aux intentions de recherche, des choses comme ça. Ah, ok, bah merci pour ces précisions. Donc, si on a un site, évidemment, j'imagine qu'il y a des prérequis, à savoir pas 50 000 pages, des informations bien ciblées, une page pour chaque chose qu'on fait ou par catégorie de prestations ou pour nous présenter. Et Hmm. après, à l'intérieur de ces pages, on va aller mettre des mots-clés spécifiques à la page ou est-ce qu'on met les mêmes mots-clés partout et on inonde notre site internet? Hmm. Non, alors, moi, la règle que je me fixe et que je conseille à tout le monde, c'est une page, un mot-clé, un objectif. Parce Ah, un que, seul mot-clé. oui, en fait, alors, un mot-clé qui peut être de plusieurs mots, en fait, hein. On peut, Hmm. mais, et en écriture,
absolument identiques. C'est-à-dire que on n'hésite pas à mettre des synonymes, des formes au pluriel. Voilà. En fait, ça fera partie du champ lexical autour du mot-clé. Mais en fait, si on met deux mots-clés sur deux pages différentes, le problème c'est que Google, quand la personne tapera le mot-clé, un coup il mettra cette page, un coup il mettra celle-là. Et en fait, ça va dédoubler le trafic. Au lieu que le trafic soit comme ça sur la même page, comme une cible un peu, comme une fléchette sur une cible, mais en fait, ça fait l'effet inverse. Et ça s'appelle la cannibalisation. Quand on met soit le même mot-clé sur tout le site et qu'on a plusieurs pages qui ressortent, ça veut dire que Google, il sait pas quelle page en fait proposer et ça fait perdre de l'efficacité et du trafic sur tout le site en fait. Donc non, ouais, c'est un mot-clé, une page, un objectif. D'accord, bah merci beaucoup. Alors du coup, il y a une autre question qui me vient parce que je suis concernée, mais du coup, je me dis que tu peux être concernée aussi. Tu sais, justement, quand on est slasheuse, et comme toi, donc tu t'es mis au piano et je sais plus le Au dessin, coloriage ou ouais. la peinture, le Dessin. dessin, parce que moi c'est le coloriage, alors du coup j'ai confondu. Moi je suis autrice, artiste, speaker, consultante business, etc. Donc slash slash slash. Ah, ah. Est-ce que tu conseilles d'avoir un site par activité ou est-ce qu'on peut avoir un site où on a tout? Ou alors je pense même à quelqu'un qui serait artiste et autrice et qui aurait par exemple une page livre, une page art et une page boutique où on peut tout aller acheter. Est-ce que tu penses qu'il faut faire plusieurs sites? Quelle serait la meilleure stratégie? Si ça part de la personne, après tout dépend là, si c'est sur du personal branding, si c'est sur des entreprises différentes, enfin voilà, déjà ça peut, si c'est des entreprises complètement différentes, oui, c'est si ça part de la personne, comme tu dis là, en mode slasheuse, je fais plusieurs choses, je pense que tu peux rester sur le même site et comme tu disais, en fait avoir une page différente pour chaque activité, pour justement qu'il n'y ait pas cet effet de on ne sait pas quelle page elle va chercher. C'est que pour les personnes qui cherchent ton côté autrice, ben, ils tombent sur ta page autrice. Ceux qui cherchent le coaching, ils tombent sur le coaching. Voilà, ça dépendra vraiment. C'est du cas par cas. Ça fait partie, voilà, des choses que ben, qui se réfléchissent en amont. Et moi, je refais souvent l'arborescence des sites et tout, que ça soit les services, que ça soit les spécialités ou même des boutiques. En fait, c'est une page ou une fiche par activité, par produit, pour pas avoir cet effet. Même si on essaye de faire un peu de maillage interne pour avoir des paliers, enfin des ponts entre les pages, mais en fait, c'est pas sur cette partie que la majorité de la page est concernée en fait. Enfin, la page, elle a un sujet particulier, et après, si on veut faire un peu de maillage, c'est minime par rapport au reste du. Ok, merci. Bon, j'ai bien compris que c'est quand même hyper technique et heureusement qu'il y a des gens comme toi pour s'en occuper. Alors après, ça paraît hyper technique, mais ça se vulgarise aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des concepts qui peuvent paraître compliqués, mais quand on sait où aller mettre, où aller chercher et quoi faire, et qu'on a une méthode pas à pas, enfin, c'est toujours plus simple que de devoir aller chercher l'information tout seul. Et c'est pour ça que ben, je me suis formée en autodidacte au départ. Et, après, j'ai eu besoin de passer une certification pour faire la stratégie complète pour les TPE, PME, parce que je sentais que j'allais un peu, je m'éparpillais et j'avais besoin d'avoir un cadre de A à Z, de voir comment on faisait. Après, presque, je savais faire toutes les choses, mais je savais pas forcément dans quel ordre les faire et comment réagir dans certaines situations. Donc ça m'a aidé à ça aussi. Bon, bah super, merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question pour cet épisode. Qu'est-ce qui serait pour toi un petit peu à avoir en tête pour cette année 2025 en termes d'innovation et de nouveautés dans ce domaine, ou alors vraiment un essentiel à faire en priorité sur notre to-do, d'où qu'on parte? C'est l'intelligence artificielle. C'est là, je pense que c'est quand même indéniable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle et de savoir si Google aime pas. Enfin, voilà. Et je pense qu'il faut quand même savoir maîtriser enfin, l'intelligence artificielle.
c'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain, qui va s'arrêter, ça va faire qu'augmenter et continuer. Donc pour moi, c'est après que ça reste un outil, que ça reste de l'aide. Je suis pas forcément pour des contenus 100% rédigés par l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut aider quand même beaucoup de personnes, même pas forcément pour rédiger, mais ne serait-ce que, enfin même nous, en tant que, enfin professionnels du référencement naturel. Des fois, on peut demander à ChatGPT de faire un audit de site, de demander les points forts, les points faibles, les choses comme ça. Ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Après, bien sûr que derrière, on va réanalyser, réfléchir et pas forcément prendre tout ce tout ce qu'il nous a dit, mais pour moi, c'est quand même important et de toute façon, il va y avoir aussi une révolution sur le fait qu'ils vont sur Internet et qui commencent à donner qui commencent, ça fait un petit moment, mais qui donnent des indications, qui donnent des sites en référence, des choses comme ça. De plus en plus d'IA le font. Donc là, la prochaine, ça va être d'essayer de construire son site en fonction des IA génératives et de la façon de parler pour être aussi pour ressortir des fois aussi sur les IA, sur les résultats de recherche des IA. Ok. Merci beaucoup, Laurence. Où est-ce qu'on te retrouve? Je mettrai les liens de tes différents réseaux en résumé de l'épisode. Et on peut me retrouver sur Instagram à phoenix.wp.seo, sur LinkedIn à Laurence Coindre et j'ai mon site aussi phoenixwp.fr. Ok, merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Chloé. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!